Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous pour vous expliquer cette histoire de meurtre d'un Espagnol dont j'ai été témoin en 1965, puis victime pour en avoir été témoin. Je n'avais que 7 ans, je suis né enfant illégitime, je porte le nom de Haussan, alors que mon géniteur était Jean Lefebvre. Donc, les 6 premières années, j'ai été élevée par ma grand-mère, adorée par celle-ci. Euh, j'ai eu vraiment une vie de petite princesse avec ma grand-mère, entourée de 3 oncles protecteurs. Je ne connaissais personne, mis à part de temps en temps aller chez des gens. Pour moi, c'était des gens, hein, personne ne m'avait dit qui ils étaient. J'allais rendre visite avec ma grand-mère à une femme qui avait une gamine qui me battait à peine arrivée. Elle était un peu plus petite que moi, un peu plus jeune, mais elle pouvait pas me voir. Enfin, des histoires de gamine. Arrivée à l'âge de 6 ans, j'ai été enlevée par un couple. Ce couple chez qui on allait, qui m'ont enlevé de la cour de chez ma grand-mère. J'étais en train de jouer sur un petit tas de sable avec un petit caniche en peluche qu'elle m'avait acheté, un petit caniche à roulettes. Et puis mon petit chien, il est resté là-bas. Ça m'a toujours marqué cette histoire de jouets que abandonné sur place. Ces gens m'ont mis dans une voiture camionnette avec un hublot derrière. Je me suis retrouvée avec une machine à coudre, avec des objets. Je vois toujours ma grand-mère qui court derrière la camionnette avec son mouchoir à carreaux, qui fait des signes, et moi qui hurle que je veux ma grand-mère. Et je me suis retrouvée à presque 200 kilomètres plus loin de chez elle. En cours de route, il y avait une grosse machine à coudre dans un meuble en bois qui m'est tombé dessus. J'ai vomi, les gens m'ont laissé dedans, je me suis endormie dans les résidus, ils m'ont laissé comme ça. Et quand je suis arrivée chez eux, hein, à Étré-en-Chaussée, c'est un petit hameau qui se trouve dans la Somme, qui est relié à Mons-en-Chaussée. Ça s'appelle Étré-Mons. Mons. Donc, j'ai commencé à faire de l'anorexie mentale. Je voyais ma grand-mère arriver partout. Je pensais qu'elle allait arriver, mais que ça serait loin parce qu'elle n'avait pas de vélo. Alors, dans ma tête de gamine, je me disais, elle va certainement arriver, mais bientôt. Et à peine arrivée, donc, chez ces gens, mon père, hein, puisque maintenant c'est mon père, il m'a reconnu, a pris un sécateur qui lui servait à tondre ses moutons, puisqu'il était berger, et il m'a découpé, enfin, il m'a coupé mes cheveux à ras alors que ma grand-mère me lavait les cheveux à la camomille. J'avais des longs cheveux blonds avec des bouclettes, avec des petits nœuds que je choisissais dans un coffre, dans un petit coffret, dans une boîte. Ce type m'a coupé les cheveux avec son sécateur. Heureusement, à l'époque, il n'avait pas la tondeuse électrique. Je voyais toutes mes boucles tomber par terre. Je pleurais, je comprenais rien de ce qui se passait. Et là, il m'a dit, les putains et les enfants de putains, on les tondait comme ça pendant la guerre. Alors, j'avais 7 ans, je comprenais rien de ce qui se passait, je savais même pas ce que ça voulait dire putain. J'étais chez des gens grossiers, alors que ma grand-mère était herboriste et sage-femme qui avait un certain langage tout de même. Je me suis retrouvée avec ces gens, des bourreaux, qui m'ont maltraitée jusqu'à l'âge de mes 16 ans. Alors, j'ai commencé à faire de l'anorexie. Je mangeais plus. J'avais pas la même nourriture qu'avec ma grand-mère. J'avais les restes, du mou à chat que ma mère faisait cuire, des rutabagas. Je connaissais pas tout ça. Et j'ai sombré dans l'anorexie. Alors, j'ai commencé à me demander où j'étais. J'étais traitée de bâtarde. Je savais pas ce que ça voulait dire non plus. Alors, mes 2 sœurs derrière, qui étaient plus jeunes, elles me disaient la bâtarde, la bâtarde. Alors, je faisais un sourire, je savais pas ce que ça voulait dire. Et elles me bousculaient en me disant, mais qu'est-ce qu'elle est con, celle-là. Alors, je tombais des nues, je comprenais rien, je savais pas où j'étais. Et puis un jour,
ce beau-père, donc mon père, hein, puisque finalement il m'a reconnu, il me regarde avec son regard de haine et il me dit: «T'es qu'une putain comme ta mère». J'avais 7 ans. Alors j'ai regardé ma mère. Pour moi, je croyais que c'était quelque chose de physique, putain. Je savais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai regardé ma mère, qui était moche. Par rapport à ma grand-mère, elle était moche. Même maintenant, je peux pas dire autrement, cette bonne femme était moche. Aussi bien physiquement que moralement, elle était moche. J'acceptais pas cette femme. Et je l'ai regardée, donc il me dit: t'es une putain comme ta mère. Alors je la regarde, elle avait les cheveux châtains. Alors pour moi, dans ma tête, elle avait les cheveux marrons, moi les cheveux blonds. Elle était moche. Ma grand-mère m'a toujours dit que j'étais belle, mes oncles aussi. Dans le village, on me disait toujours que j'étais une belle petite gamine. Alors je comprenais pas du tout qu'est-ce que j'avais de putain avec cette femme. Et je regarde ses yeux, j'ai les yeux verts, elle avait les yeux marrons. Puis dans ma tête de petite gamine, je me suis dit, il doit se tromper, je suis pas putain comme elle, puisque j'y ressemble pas. Alors voyez un peu ce qu'on s'imagine quand on est enfant. Dans la foulée, le beau-père tombe malade, il attrape une bruxellose, la fièvre de Malte, une maladie qu'il a contractée auprès des moutons malades. Comme je vous ai dit, il était berger, et il va passer 10 mois à l'hôpital. Et ma mère, elle se retrouve avec trois gamines à charge. Moi qui avais 7 ans, la deuxième qui en avait 5, et puis la troisième qui en avait 3. Donc, étant donné qu'on habite un petit hameau, étré en chaussée, il y a une usine Bonduelle à la sortie du village. Et le maire du hameau voit avec la responsable de cette usine, elle s'appelait Madame Lefay, parce que j'ai en mémoire tous les noms, et donc il y a un arrangement avec cette dame pour qu'on puisse récupérer les boîtes de conserve invendables. Elles étaient bosselées ou alors les étiquettes mal mises, tout ça. Donc on était content d'avoir quand même de quoi manger. Et il arrive des Espagnols pour faire les saisons, pour ramasser les haricots, les petits pois, enfin des choses comme ça, les carottes, je ne sais pas trop ce qu'il y avait exactement. Et donc, il a été convenu que ma mère fasse la lessive des Espagnols, alors en compensation qu'elle ait quand même un petit pourboire, quoi. C'était à l'époque, il n'y avait pas de contrôle comme ça. Donc ma mère faisait la lessive de ces... Il y avait 5 Espagnols, elle lavait le linge, elle repassait, elle recousait quand il y avait un trou, quand elle mettait un bouton. Et il était convenu que ces Espagnols viennent tous les samedis à 7 heures, le soir, à 19 heures. Il y avait un petit lit de bébé qui était retourné et ma mère faisait des petits baluchons de linge où elle mettait tous les prénoms. Alors je sais qu'il y avait Joachim, il y avait Joao, il y avait Joanne, et puis ils avaient tous des prénoms en J, à part un, mais je me souviens plus. Et puis arrivé vers le 13 ou 14 août, il en manque un. Il y en a un qui vient pas à 19 heures. Et ses collègues lui disent à ma mère, il viendra un peu plus tard, il s'est endormi, il a pris sa douche, il s'est endormi. Et ils prennent leurs affaires et puis ils repartent dans leurs locaux près de l'usine qui était juste à la sortie du village. Arrivé 10 heures du soir, alors on vivait, je vais vous montrer après la maison, puisque je l'ai prise en photo, on vivait dans une maison qui avait été séparée en deux, qui appartenait à un monsieur Carlier, qui habitait à la sortie du village, et cette maison était coupée en deux pour ses employés. Donc mon beau-père, Claude Aussan, lui s'occupait de sortir les moutons dans les prés, dans les pâtures et tout ça. Arrivé 10 heures du soir, à l'époque, on n'avait pas de télé, c'était en 65, pas de télé, pas de lumière, il y avait qu'une lampe, il y avait qu'une petite lampe torche où il fallait taper derrière pour que ça fonctionne. Et tout le monde dormait, mis à part moi, et j'entends taper à la porte de la cuisine. Alors je dormais avec j'étais dans le même lit que ma sœur, mes parents étaient en face avec le lit de bébé à côté. Je réponds pas, je dis rien. Le monsieur qui savait pas que la maison était coupée à côté, qu'il y avait personne, est allé taper à la porte à côté. Alors personne ne répond. Donc il fait le tour de la maison et je l'entends qui tape. Et là, mon père se réveille et il dit qui c'est, il y a quelqu'un.
Alors, l'espagnol qui était dehors, il n'a pas entendu, lui, que mon père lui disait ça. Et mon père, qui avait peur, avait toujours un gourdin, un morceau de bois qu'il avait récupéré pour nous défendre, puisque au niveau de ce village, on était entouré de champs, de champs de colza, de légumes, de choses comme ça, pour cette usine. Et c'était un petit hameau complètement isolé de la ville. Et mon père dit qui est là, et au même moment, il ouvre la porte en bois, une grosse porte en bois, et il se retrouve dans la nuit, nez à nez, avec une silhouette dans la nuit. Il prend le gourdin, il lui donne un grand coup, j'ai entendu le coup sur la tête de ce monsieur, et, et d'un seul coup, j'entends dire mon père, mais qu'est-ce que j'ai fait, je l'ai tué. Alors ma mère, elle sort du lit, elle va le rejoindre, elle referme la porte et je les entends pleurer tous les deux en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire. Et moi j'entendais tout, je dormais pas. Et au bout d'un moment, mon père est rentré avec ma mère, il venait de rentrer de l'armée, il avait 24 ans, il a dû faire 2 ans parce qu'il avait fait des bêtises à l'armée, hein, il a dû faire 2 ans, lui là-bas. Et il avait sa cantine d'armée et dedans, j'entends, hein, je vois pas, mais j'entends tout ce qu'ils disent. Et il dit, on va lui mettre, on va l'entourtiller dans la couverture, puisque les Allemands avaient la même couleur. Et il avait trouvé sur le champ d'aviation de Mont-Saint-Chaussée, où il gardait ses moutons, un casque allemand. Donc, il avait prévu de mettre le casque allemand à ce monsieur, et puis de l'enterrer, ou je ne sais trop. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, j'entends du bruit. Au bout d'un moment, quand même, j'entends du bruit. Je me lève, je vois, j'ai pas vu le cadavre, mais j'ai vu la silhouette enveloppée dans la couverture, grise, et mes parents en train de creuser au milieu du jardin, avec une bêche. Malheureusement, dans ce jardin, il n'était pas assez travaillé, il n'y avait que des pierres, des briques, des cochonneries. Et puis, j'ai voulu aller voir, j'ai toujours été curieuse, j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Et j'ai vécu que dans la violence et dans la haine. Il m'a dit, fous le camp, va te coucher, dépêche-toi, démerde-toi. Alors j'avais les pieds pleins de boue, j'avais marché dans la boue dehors, je me suis couchée, je me suis endormie. Et le lendemain matin, j'entends ma mère avec une voisine en train de discuter, puis il y avait une pendule, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé l'heure, il était 6h30. Et ma mère était en train de laver avec une brosse une grosse flaque de sang par terre. Donc il y avait la maison, derrière il y avait toute une allée de briques, et puis après il y avait de la terre, hein, pour faire le jardin. Et ma mère était avec cette voisine qui s'appelait Madame Marie, et elle était en train de brosser avec des grands seaux d'eau de javel du sang. Et moi, qui savais pas ce que c'était, qu'est-ce qui s'était vraiment passé la veille, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est tout ce sang là? J'avais que 7 ans. Alors, cette dame, Madame Marie, elle dit, ben, c'est ton père qui a tué un poulet. Mais moi, j'étais curieuse. Alors, je vais voir dans la cuisine, parce que c'était moi qui étais de corvée d'arracher les plumes des poulets quand ils étaient tués. Alors, je vais dans la cuisine et il n'y a pas de poulet. Alors, je reviens, je sors dehors, je reviens, puis j'ai dit, mais il n'y a pas de poulet. Et cette dame, elle dit, on l'a déjà emmené à la maison, et elle rajoute à ma mère, vous allez avoir des emmerdements avec elle un jour, elle va parler. Mais moi, je comprends pas de quoi il parle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé de quoi? J'en sais rien. Parce que moi, j'avais déjà oublié ce qui s'était passé la veille, ce que j'avais entendu et tout. Donc, à partir de là, dans la matinée, mon père est allé se dénoncer au maire, qui s'appelait Fernand Poupard. Le maire du village s'appelait Fernand Poupard. Mon père est allé se dénoncer pour dire qu'il avait tué un homme. Mais ce maire a décidé qu'il fallait enterrer le cadavre au fond du jardin. Alors j'ai assisté à tout. J'ai vu mon père tout au fond du jardin. Il y avait un grillage avec un champ de colza derrière.
J'ai vu mon père creuser à peu près 1,70 m, puisqu'il fait, je fais la même taille que lui, il faisait 1,72 m et il avait que le haut de la tête qui sortait. Il y a donc le monsieur, le mari de Madame Marie, qui est venu pour le sortir du trou. Il a creusé ce trou. Je l'ai vu attraper cette couverture longue où il avait enveloppé donc ce cadavre. Il l'a mis dans le trou. Il a mis, donc j'ai vu, heureusement pour moi, j'ai vu la direction, comment il l'a installé. La tête était tournée vers Mont-Saint-Chaussée et les pieds vers l'usine de l'usine Bondial qui se trouvait à la fin du village. Et heureusement que j'ai une mémoire photographique, pour moi maintenant, et à côté, sur la droite, il met le casque allemand pour faire croire que c'était un Allemand qui était tué pendant la guerre et que il y avait le casque allemand là. Et il s'est pas arrêté là, il est allé passer par-dessus le grillage, chercher un sac de chaux vive qu'il a attrapé chez la sœur du maire, qui s'appelait Madame Punant. Donc mon père prend ce sac de chaux et il le renverse sur le corps de ce malheureux. J'en ai pris plein la figure, donc c'est pour ça que je porte des lunettes depuis l'âge de 7 ans. J'ai eu la figure brûlée et il m'a dit fous le camp de là, dégage et tout ça. Donc je me suis reculée, ils ont mis la terre par-dessus et quelques jours après, ma mère est allée au marché chercher des fleurs à Péronne. Une ville pas très loin de où on habitait. Elle est allée en bus chercher des fleurs et elle a recouvert la tombe de fleurs. Mais avant ça, il y a eu une enquête par les gendarmes quelques jours avant, parce que là j'ai sauté une étape des fleurs, mais le lendemain où l'Espagnol a disparu, la patronne de l'usine Bonduel, Madame Lefay, a appelé la police, elle a appelé la gendarmerie de Mont-Saint-Chaussée. Et elle a dit qu'elle avait un de ses ouvriers qui avait disparu. Donc les gendarmes sont venus à la maison dire que ses collègues avaient prévenu qu'ils étaient venus chercher leur linge propre et que en partant, ce monsieur s'appelait donc Johan, celui-là. Il a dit à ses collègues, je m'en vais chercher mes affaires. Eh bien, il n'y avait même pas 1 kilomètre de l'usine jusqu'à chez mes parents. Donc, ils ont fait des recherches, ils sont venus voir mes parents pour demander s'ils n'avaient pas vu ce fameux Johan. Et les deux policiers avaient les pieds dans la flaque de sang qui venait d'être lavée. Alors, moi, j'étais à côté. Et il y avait à l'endroit où mon père a creusé pour faire le trou, pour enterrer ce pauvre type, il y avait juste à côté, il y avait les cabinets, puisqu'on avait des cabinets en bois à l'époque. Et mon père, le surplus de terre l'a balancé à côté des cabinets qui étaient à l'extérieur. Et puis il y a un des policiers qui était quand même qui a quand même réalisé qu'il y avait quelque chose de pas net. Il dit à ma mère, vous avez fait des travaux? Et ma mère, qui avait la réponse à tout, elle lui dit, non, non, on est en train de nettoyer le jardin, il y a des pierres partout, il y a des cailloux, donc on voudrait faire du jardin, et bon, on a enlevé la mauvaise terre et les pierres, et ils avaient pris soin de mettre par-dessus des feuilles coupées de rutabaga, de feuilles de rhubarbe, des épluchures pour faire voir que c'était un tas de saloperies. Mais moi, j'avais envie de dire, ils étaient en train de parler de ce monsieur qui était disparu, et moi j'avais de dire, mais il est là le monsieur, mais il est là. Et puis je pouvais pas, puisque j'avais eu des menaces la veille que j'allais parler et que ça allait mal tourner pour mon compte. Donc les policiers sont repartis. Madame Lefay a fait passer un article dans le journal, Le Parisien à l'époque, où elle disait exactement qu'il y avait eu des recherches dans les champs avoisinant l'usine, parce que je l'ai lu l'article, moi, je l'ai lu.
Elle a écrit que les policiers avaient fait des recherches et que ils avaient cherché dans les champs avoisinant l'usine et qu'ils étaient remontés jusqu'à Montdidier en regardant dans les fossés, dans les ruisseaux, s'il n'avait pas eu un malaise ou s'il serait pas parti à l'inverse de où il était allé. Donc j'ai lu l'article. Pendant ce temps, étant témoin de ce meurtre, ce monsieur Marie était un type qui était recherché par les policiers de Paris parce que c'était un trafiquant de voitures volées ou je ne sais pas trop ce qu'il bricolait exactement. Et il venait souvent manger chez mes parents, tous les dimanches, hein, puisque c'était des voisins. Et là, j'étais à table avec mes sœurs, avec les parents, avec ce couple. Et là, ils mettent au point de m'assassiner. Alors, ça peut paraître gros, ce que je vais vous dire, mais par la suite, il y a eu une enquête il y a quelques années qui prouve tout ce que je dis, et je vous dirai pourquoi, comment j'ai réussi à m'en sortir. Alors, à table, ils disent que ouais, la gamine, elle a tout vu, vous allez avoir des emmerdements avec elle, un jour ou l'autre, elle parlera. Nous, on en connaît dans notre trafic de voitures, quand les flics font pression, ils finissent toujours par parler. Et moi, je comprends pas de quoi ils veulent parler, parce que en même temps, j'ai assisté à un meurtre, à l'enterrement, mais je réalise pas. Je réalise pas que c'est grave, moi, j'ai 7 ans. Et là, ils décident, en pleine table, que pour m'éliminer, c'est comme ça qu'ils avaient pratiqué pour éliminer des mouchards sur Paris, c'est de m'enfermer dans la voiture, de mettre de l'essence dans le moteur, d'accélérer, ça prend feu, et puis que le chauffeur se barre. Donc, mon père, qui est en fait mon beau-père, Claude Aussan, m'emmène pendant le midi à la sortie du village, où il n'y a que des champs, mais il y a un petit chemin qui se trouve à côté de la ferme de Monsieur Carlier. Il met sa voiture là, il m'enferme à l'arrière de la voiture, pas dans le coffre, mais sur le siège arrière, et il fait exactement ce que ce Monsieur Marie lui a dit, il renverse de l'essence dans le moteur. L'autre, il m'avait bien expliqué comment il fallait faire. Il dit surtout, t'assois pas dans la voiture, tu t'accélères, mais tu gardes un pied dehors. Donc, il accélère et ça commence à prendre feu. Et moi, derrière, dans la voiture, je suis enfermée à clé. Et je vois la fumée qui commence à monter du capot. Mais ce que mon père avait pas vu, c'est qu'il y a un ouvrier de chez Monsieur Carlier qui avait pas fini ses travaux des champs. Il avait encore des sillons à terminer avant de rentrer chez lui. Il voulait terminer son champ. Et il était en tracteur. Et il arrive en courant. Je ne sais pas ce qui s'est passé toute ma vie. J'ai toujours eu que des cas comme ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Alors, quand mon père a vu ça, il a vite ouvert la porte et il m'a sorti puis il m'a tenu pour la main. Ah, ma chérie, donne-moi la main, n'aie pas peur, tout ça. Donc, le gars était témoin qui avait le feu. Il dit, il n'y a pas de problème ni rien. Et puis mon père, il dit, non, il dit, je sais pas ce qu'il y a eu. La voiture, elle a fait court-circuit et tout. Donc, il me ramène à la maison et les deux autres. Le couple mari pensait vraiment que j'étais cramée dans la voiture. Alors mon père qui se ramène avec moi à la main, ils lui disent de toute façon, vous aurez que des emmerdes un jour ou l'autre, elle va parler. Alors moi, de parler de quoi, j'en sais rien. Et une autre fois, il est décidé de me noyer. Enfin, c'est ce que j'ai cru qu'il allait me noyer. Ils m'ont emmené un soir, à la tombée de la nuit, sur le champ d'aviation de Mont-Saint-Chaussée, en plein milieu des champs. Il y avait une butte de terre, avec de l'herbe, puisque c'est que des champs, c'était recouvert d'herbe. J'ai vu mon père retirer avec sa pointe de couteau tout le tour d'un capot de ce que je croyais être un puits. Alors, il y avait des bordures d'herbe sur 2 centimètres tout autour du capot qu'il a enlevé, qu'il a posé précautionneusement à côté de ce monticule. Il a soulevé, c'était un couvercle. Ils m'ont enlevé les chaussures. Il m'a attrapé par un pied et il m'a mis la tête en bas dans ce que je croyais être un puits. Alors, j'ai hurlé tout ce que j'ai pu jusqu'à temps de plus avoir de voix.
Seulement, avant, la tête dedans, j'ai vu des espèces de carcasses de bestioles crevées dans le fond. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai vu, à l'intérieur de ce puits, comment ça s'appelle, un espèce d'escalier en fer, hein. Il y avait que des morceaux de fer attachés à l'intérieur pour pouvoir y descendre. J'ai tellement hurlé qu'à la fin, ma mère qui était assise sur le bord du puits, parce qu'elle a toujours voulu m'éliminer, hein, jusqu'à sa mort, hein, elle dit finalement, elle dit, oh non, fais pas ça. Alors, il m'a remonté, j'avais les deux bras en croix en train d'hurler dans ce trou. Il m'a remonté et il me dit, papa, il voulait jouer. Et là, il me remet mes chaussures. Il referme le couvercle de ce que je croyais être un puits, et il attrape tous les petits morceaux d'herbe qu'il avait mis sur le côté, il renclenche tout, donc ni vu ni connu. Il pleuvait pas mal à cette époque, on voit même pas la trace que ce couvercle a été ouvert, ni rien du tout. Donc il me ramène à la maison, et une fois encore, il y a ce couple qui est là, et dans la cour, et il dit, j'ai pas pu. Il dit, je peux pas tuer ma gamine. Alors là, j'ai quand même bien entendu qu'il avait envie de me tuer, que c'était pas question de jouer ni quoi que ce soit. J'ai été maltraitée jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai été traitée de putain. J'ai vécu l'enfer. Je devais lui laver les pieds à ce beau-père. J'ai subi des humiliations. Et tous les jours au soir, il avait ses bottes de berger avec du purin de mouton où il avait marché, qui passait par-dessus. Je devais me mettre en face de lui, prendre la cuvette d'eau, lui laver les pieds, mais bien me mettre quand c'était mon tour, j'étais en face. Je devais lui laver les pieds, lui essuyer les pieds. Et quand j'avais fini, il me donnait un grand coup de pied dans la cuvette pour que je me ramasse l'eau pleine de purin sur moi. Par contre, quand c'était le tour de ma sœur Anita, qui a 2 ans de moins que moi, elle se mettait sur le côté, elle lui lavait les pieds et puis elle l'essuyait. Donc, il s'est passé qu'un jour, alors j'ai joué les Cosettes, hein, j'étais l'aînée, je devais m'occuper des gamines, je devais faire le ménage, je devais faire la vaisselle, je devais faire tout ça. J'ai vécu l'enfer. Arrivé à 11 ans, c'est une des étapes que je vous raconte qui m'a le plus marqué malgré tout ça, de tout ce que j'ai vécu. Je devais toujours m'asseoir en face de lui. Alors lui, il était d'un côté de la table et moi, j'étais en face. Je devais sans arrêt avoir les yeux baissés et regarder. Dès qu'il tapait avec le manche de sa fourchette sur le bord du verre, je devais vite courir, faire le tour de la table et lui mettre à boire. Et puis un jour, j'ai pas été assez vite. Alors, je me suis levée, mais pas dans la fraction de seconde. Je suis allée le servir et il m'a dit dégage. Alors, je me suis rassise à ma place. Je l'ai regardé et j'ai pas réussi à baisser les yeux à temps. Il m'a lancé un regard de haine et il a pris le pain. Il a pris un morceau de pain. Il me l'a jeté en pleine figure en me disant « Je voudrais te voir crever la gueule ouverte. » La gueule ouverte. La haine qu'il avait après moi. Et on arrivait toujours au moment du 15 août. Il avait des crises de folie terribles. Donc, j'étais pétrifiée. Il s'est levé, il a pris la table, il l'a toute soulevée. Je me suis tout ramassé sur moi. Les 3/4 du temps, j'avais pas le temps de manger. Hein. Je devais faire service à tout le monde. J'arrivais en bout de table, je mangeais picorer ce qu'il y avait. Et vite, débarrasser la table, faire la vaisselle, tout ranger et tout. J'ai manqué de tout. Pour mes sœurs, il leur a acheté à chacune comment ça s'appelle, le petit scooter. Moi, je devais marcher à pied, hein, parce que dans mes relations, j'ai retrouvé une de mes copines d'école qui sait très bien que j'allais à l'école à pied. Hein, j'avais 2 kilomètres à faire à pied. Mes sœurs, on leur a payé le permis. Moi, il a fallu que j'attende 21 ans pour me le payer. Et sans arrêt, il y avait durant toutes ces années, ils se pendaient.
il allait se pendre, arrivé au 15 août, il se pendait. Ma sœur allait le dépendre, hein. On a vécu un véritable calvaire. Un jour, ben, il m'avait traité de bâtarde. Il m'a couru autour de la table avec son couteau de boucher qui était tout élimé, hein. C'est un couteau de boucher qui fait à peu près 1 centimètre de large pour égorger les moutons. M'a couru tout autour de la table. Heureusement, il avait un handicap. J'ai réussi à passer par la fenêtre de ma chambre et à monter dans la 4L. Il m'avait appris à conduire la voiture pour ramasser les agneaux, pour les emmener dans les parcs quand il y avait des naissances. Ma mère est sortie. On est allé se réfugier chez l'un de mes oncles. Et puis là, ça a duré, c'était pendant les vacances, hein, c'était insupportable, ils ne pouvaient pas me voir. Et donc, je suis retournée chez ma grand-mère pendant que ma mère et mes sœurs étaient chez mon oncle. Et puis, ma mère a appelé, elle me dit, je vais écrire une lettre à Jean. Donc, j'ai fait un petit rappel arrière, hein, j'avais 11 ans à cette époque. Et parce que les souvenirs, hein, je m'en souviens, mais je vous explique ce que j'ai vécu. Donc, il y a eu cette scène. Et pendant les vacances, donc ils se battaient sans arrêt puisque j'étais là dans leurs pieds. Et donc ma grand-mère me dit, j'écris une lettre à Jean. Et moi, je savais rien de mon passé. Et puis, quelque temps après, il est arrivé quelqu'un qui me ressemble beaucoup, un grand, cheveux un peu roux, un Normand, hein, puisque je suis normande. Et elle lui a dit, ils n'arrêtent pas de se battre à cause de cette gamine. Alors lui, il était tout triste. Elle l'a fait manger, il était assis à côté de moi, il m'a pris par la main. Et moi, je savais pas que c'était mon père. J'ai créé mon malheur, quoi. Je savais pas. Alors il m'a dit, tu viendras avec moi, connaître tes frères et sœurs, et tu verras, j'ai des lapins et des poules, tu vas être bien en vacances chez moi. Puis moi, je disais, ben non, je faisais signe de tête que non. Et ma grand-mère, elle était furieuse, hein, alors qu'elle m'avait toujours adorée. Elle s'est mise au bout de la table, puis elle me disait, c'est ton père, mais c'est ton père. Et puis moi, je faisais signe de tête que non. Je connais pas ce monsieur, je l'ai jamais vu, moi. Et puis il m'a pris par la main, tout gentil, puis il dit, criez pas dessus, mes mères, hein, elle est petite, elle comprend rien. Et il est parti. Enfin, il est pas parti sur le champ. Il est arrivé que ma grand-mère avait envoyé dans la foulée un courrier à mon père, Claude Aussan, enfin donc mon beau-père. Il est venu chez ma grand-mère et au moment où il y avait ce Jean Lefebvre, ils se sont serrés la main. Alors bon, voilà, ils avaient l'air de se connaître comme il faut. Et, et puis moi, je me suis levée de table et puis je suis partie donner la main de mon bourreau. Il y avait que lui que je connaissais. Et ma grand-mère, elle a dit, quelle saloperie. Et moi, je comprenais rien. Qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais insultée comme ça? Qui c'était ce type qui voulait me prendre en vacances, que je connaissais pas, à part me dire c'est ton père. Moi, qu'est-ce que ça veut dire père? J'en savais rien, puisque je savais même pas que l'autre c'était un père aussi. Alors, quelque temps après, j'ai appris que mon père, hein, mon géniteur, avait fait une crise cardiaque, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté que je sois enlevée à la naissance. Parce qu'il voulait me garder, en fait, hein, je l'ai su par la suite, il voulait me garder, lui. Et en fait, ce Claude Aussan m'a reconnu, et puis ma mère est partie avec Claude Aussan, et ma vie a été un calvaire. Ma mère m'a dit que je lui avais gâché sa vie, que j'aurais mieux fait de pas naître. Il y avait des bagarres dans la maison, ils se battaient sans arrêt à cause de moi, hein. Il lui disait, t'as qu'à foutre le camp avec ta bâtarde. Alors un jour, ma mère, qui était violente, elle a attrapé une bouteille en verre, elle l'a cassée sur le rebord de l'évier, elle lui a planté dans le crâne, il y avait le sang qui coulait partout. Enfin, j'ai vécu l'horreur. Mon père décède, faudra que je regarde parce que j'ai tous les documents à côté. Mon père décède il y a 11 ans, 12 ans. Alors, je reçois dans la foulée une lettre d'injures, d'insultes, que je suis une bâtarde, que j'ai jamais été l'aînée des Hauts-Sangs, que c'est elle l'aînée des Hauts-Sangs et tout ça, avec des lettres de sorcellerie, parce que faut savoir aussi que dans cette famille d'arriérés, ils vivaient avec la sorcellerie, ils égorgeaient des cœurs des poulets, ils leur plantaient des aiguilles dans le cœur, enfin je ne sais trop qu'est-ce qui bricolait exactement pour me faire mourir avec ma photo.
il y avait ma photo, je voyais des trucs bizarres, il y avait ma photo, et ma mère et puis ma sœur faisaient des incantations, je ne sais trop ce qu'ils racontaient, avec ils tuaient des poulets, ils agorgeaient le poulet, ils arrachaient le cœur vivant, avec le cœur qui palpitait encore, ils plantaient des aiguilles dedans, ils me le mettaient sur la photo, je comprenais pas dans quel milieu j'étais. Donc toujours pour en revenir à tout ça, mon père décède il y a 11 ans, et là, je décide qu'il est temps de dénoncer ce qu'il a fait, parce que moi, je porte quand même le nom d'un assassin qui a attenté à ma vie. Donc c'est lourd aussi pour moi, tout ça. Et alors, je m'appelle au sang alors que je devrais m'appeler Lefebvre. J'écris donc à la gendarmerie de Mont-Sans-Chaussée. Je leur dis, je viens vous révéler un terrible secret. J'ai été témoin d'un meurtre. L'Espagnol que vous recherchez est enterré au 13 chaussée Brunehaut à Étré-en-Chaussée. Je joins avec ma carte d'identité, mes coordonnées, mon adresse mail et tout ça. Et je l'envoie. Et c'est seulement après, 1 an après qu'un policier qui s'appelle Monsieur Sergent, il me dit, je m'appelle Monsieur Sergent, c'est pas mon grade, mais c'est mon nom. Il me dit, voilà, le procureur Damien a réouvert l'enquête. On sait que tout ce que vous dites est vrai. Parce que ils disent ce que vous savez pas, c'est qu'au niveau des assurances, on arrive à retrouver la trace par rapport à un nom. Apparemment, ils arrivent à retrouver, même si vous changez d'assureur, ils retrouvent toujours le nom de l'assurance que vous avez eue. Donc, il sait très bien qu'il y a eu un feu qui était... il y a eu une expertise parce il gueulait aussi mon père qu'il n'avait pas été remboursé. Donc d'après l'expert, il avait quand même découvert qu'il y avait des coulées d'essence dans ce. Je pense que c'est ça qu'il avait dû découvrir qu'il y avait des coulées d'essence. Il me l'a pas dit, mais bon, il sait qu'il y a eu mal donne. Et il me dit, on vous croit parce que ce que vous avez décrit comme un puits sur le terrain d'aviation de Mont-Sans-Chaussée, c'est pas un puits, mais c'est un ancien bunker allemand. Et il me dit, il y en a qu'un, et il est répertorié comme monument historique, c'est un monument de guerre. Donc il y en avait qu'un, alors donc j'ai pas pu l'inventer. Et en plus de ça, pour voir qu'à l'intérieur il y avait des barreaux, parce que je cherchais le nom tout à l'heure, c'était pas une HL, mais il y avait des barreaux. Donc les Allemands avaient cimenté des barreaux à l'intérieur pour descendre, pour aller dans ce bunker. Donc il sait très bien que j'ai vécu tout ça. Et alors ils ont bien eu rouverture d'enquête, ils ont bel et bien retrouvé qu'il y avait eu un assassinat et tout. Et alors ce monsieur qui était très gentil me dit, écoutez, il va falloir que je vienne vous auditionner. Alors j'ai dit, venez, j'ai dit, parce que comme vous êtes dans la Somme, j'ai dit, si vous saviez comme c'est beau ici dans le Var, il me dit, j'imagine, il m'a dit, je vais aller vous auditionner. Mais ça s'est pas passé comme ça. Le dossier a été transféré pour mon malheur au commissariat de Hyères, où j'habite. Et donc j'ai été convoquée peut-être un an et demi après avoir dénoncé cette histoire. Je suis arrivée au commissariat, j'ai été auditionnée, et là vous allez voir comment ça se passe. Alors il me demande de raconter l'histoire, et alors je raconte que j'ai assisté à un meurtre d'un Espagnol et tout, et il me dit, il y avait des témoins, ils le savent dans votre famille? Alors moi je dis, ben oui, j'ai dit à chaque fois qu'il y avait un repas de famille, il reparlait tout le temps de ce meurtre de l'Espagnol, et il a toujours regretté de lui avoir mis un casque allemand à côté de lui, parce que ça lui faisait peine quand même d'avoir fait ça, quoi. Il avait quand même des regrets, parce que au final, c'était accidentel. Hein. C'est le maire qui l'a entraîné dans une histoire pareille, et puis qui ont complètement bousillé ma vie avec cette histoire. Alors, il a toujours regretté d'avoir mis ce casque. Et là, le policier me dit, ah, mais ils sont tous complices. De toute façon, ils sont tous complices d'un meurtre. Ça ne va pas se passer comme ça. Ils vont tous être auditionnés. Vous vous rendez pas compte et tout. Et moi, je lui dis, mais le maire aussi, il le savait puisqu'il lui a dit. Et alors là, ça a été le final. Ça a été la fin pour moi. Je peux vous assurer que ça a été la fin pour moi.
Alors il me dit: «Ah bon, il a été allé voir le maire?» Je dis: «Bah oui, parce que vous savez pas, vous dites la vérité. Vous savez pas, vous, ce qui se passe. Comment la justice et comment l'État français manipule ses victimes, vous en savez rien, vous y allez de bon cœur.» Donc il le marque sur le document qu'il était allé voir le maire, donc Fernand Poupart, et voilà. Et puis, il se passe encore un an, parce que c'est très très long. Un an plus tard, je suis reconvoquée auprès du commissariat de hier. Et là, quand même, ce qui se passe quand même quelque chose de bien pour moi, c'est que le procureur d'Amiens leur a écrit: veuillez auditionner la victime. Donc moi, donc il sait que je suis victime de tentative d'assassinat. Ils ont déjà tout reconnu à Amiens. Eux, aux côtés d'Amiens, il n'y a aucun problème. Ce procureur, il est réglo, il est intègre. Seulement, moi, j'ai affaire à Toulon. Je vous ai déjà raconté l'histoire de viol de ma petite gamine qui a été violée avec des plaintes pour viol, et ils l'ont fait examiner pour excision et classer l'affaire. Je dépends du tribunal de Toulon. Donc là, le policier me dit... alors le dossier, il est reparti à Toulon. Hein. Il n'est plus à Amiens. Et là, le procureur d'Amiens, le procureur, excusez-moi, parce que c'est quand même compliqué un peu à suivre, le procureur d'Amiens ordonne que je passe une expertise psychiatrique. Alors, j'ai quand même un diplôme en criminologie, je sais quand même comment ça fonctionne, et je lui dis, je dis à ce policier, j'ai dit, j'y vais. Alors lui, il sent bien qu'il y a mal donne, et il me dit, vous n'êtes pas obligé d'y aller. J'ai dit, si, j'y vais, puisqu'il faut faire l'expertise, alors j'y vais. Et j'arrive là-bas, à l'hôpital Sainte-Musse, donc devant un soi-disant expert psychiatre qui s'appelle le docteur Philippe Raymondet. Il était à l'hôpital Chalucé, c'est un HP, un hôpital psychiatrique. Bon, alors ça arrive, ça dure à peu près une heure. Vous voyez, je suis déjà 41 minutes, donc ça passe très vite. Et ce type, je dis ce type parce qu'il ne mérite aucun grade, aucun rien. Hein, c'est vraiment pour moi, c'est une honte. Donc pendant une heure, il me pose des questions, mon enfance, gna gna gna, racontez-moi ce que vous avez vu. Donc moi, j'invente rien, hein, je dis ce que j'ai vu. Et puis vos mariages, et puis vous n'avez pas de problème, et gna gna. Bon. Alors, il écrit. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, vous pourrez me le donner, votre rapport? Et là, il me rappelle, parce que moi, je savais pourquoi je lui demandais. Et là, il me dit, oh non, 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 il dit, vous inquiétez pas, c'est juste pour la justice. Bon, alors je dis rien. Et puis, il se passe des années. Alors, moi, j'écris à Toulon. Et puis, je voudrais quand même à Amiens. Moi, je voudrais rencontrer la famille. Je veux savoir comment les enfants de ce monsieur ont vécu et puis sa femme, comment est-ce qu'ils ont vécu la situation, parce que les autorités françaises leur ont écrit qu'il était disparu. Ils n'ont pas dit qu'il était assassiné. Ils ont fait croire à cette famille espagnole que leur père et le mari étaient disparus. Alors moi, je me dis, mais comment ils ont peut-être cru qu'il avait rencontré une femme et puis qu'il est parti avec, qu'il les a abandonnés. Moi, je me suis toujours mis à la place de ces gens. Je voudrais les rencontrer, savoir comment ils ont vécu toutes ces années. Et puis moi, mon calvaire que j'ai vécu à cause de ce maire, à cause de ce Fernand Poupart qui l'a ordonné de l'enterrer. Donc, il se passe un an. Et puis, je demande à Amiens où est-ce que ça en est. J'ai dit, je voudrais savoir si le corps de l'Espagnol a été rendu à la famille. Et là, elle me répond, dossier classé sans suite. Je sais comment ça c'est que le dossier... Alors, je me dis, classé sans suite, il y a un recel de cadavres. Il y a quand même un cadavre qui est enterré au 13 chaussée Bruno à Étré. Je dis, comment ça c'est que c'est classé sans suite? Alors, j'attends. Et dans la foulée, il arrive l'affaire dramatique de ma petite fille où elle est violée, parce que je vous ai déjà raconté cette histoire. Et donc, je me retrouve avec plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges, Cécile Reboul.
Et j'ai eu divers avocats qui ont noyé l'affaire, mais le dernier que j'ai eu, il me dit, je lui parle de cette histoire, parce que lui, en fait, il y a eu une enquête concernant les viols sur ma petite fille, et dans cette enquête, ils ont mis le dossier du meurtre de l'Espagnol, mais moi, je ne suis pas au courant de cette histoire. Et ce n'est que là que je vais découvrir le poteau rose. Cet avocat se met à la retraite. Il me dit, vous prenez un avocat? J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, maintenant, vous me donnez le dossier. J'ai dit, moi, je ne veux plus d'avocat, puisque de toute façon, ça mène rien. Alors, il me dit, il faut que vous vous constituez partie civile pour cette affaire de meurtre de l'Espagnol. Je dis, bah, de toute façon, ils le savent que je suis victime, puisque un mien, il l'a reconnu déjà. Et il me dit, faites ce que je vous dis. Alors, j'ai les lettres ici à côté. Je porte plainte avec constitution de partie civile dans l'affaire de meurtre de l'Espagnol. Et puis, je l'envoie, c'est dénommé Cécile Reboul. Sans savoir qu'elle a fait un faux en écriture publique pour essayer de touffer l'affaire de viol de ma petite fille. Bon, je vous raconte, ça, c'est une autre affaire. Donc, je regarde le dossier en arrivant chez moi, je lis les rapports d'enquête de ma petite, et là, je tombe sur ce rapport du docteur Raymondet qui a écrit tout ce que j'ai dit, et il marque que je suis une affabulatrice. Alors, il ne sait pas à qui j'ai affaire. Alors, je vais vous montrer. C'est que je fais des recherches sur ce type, et là, je vous montrerai après, je découvre que auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, le docteur Raymondet Philippe exerce en qualité de médecine générale. Il n'est même pas inscrit sur la liste des experts judiciaires, parce que les experts judiciaires, ils le savent que je ne suis pas tarée, puisque j'en ai fait une autre d'expertise qui a duré presque 8 mois. Donc, j'écris à ce médecin, et je lui dis, mais vous savez pas à qui j'ai affaire, je suis quand même diplômée en criminologie, il m'avait fait passer minable, que j'étais de bon niveau, que je m'étais présentée souillon, alors que on m'a toujours critiqué que j'étais une fashion victime, que j'adore les fringues. Enfin, il m'a mis minable. Alors, je porte plainte avec constitution de partie civile, parce que maintenant, je sais ce que ça veut dire, contre ce docteur Raymondet. Et je l'envoie auprès de Cécile de Reboul. Et là, elle savait pas que j'avais ce document, comme quoi il était médecin généraliste. Et elle me convoque, et puis je lui dis, dans la foulée, j'avais écrit un courrier, j'ai dit, étant donné que ce médecin généraliste me fait passer pour affabulatrice, je vous ordonne de me faire une injection de pain total en milieu hospitalier. Le pain total, c'est un sérum de vérité. Ou me mettre sous hypnose pour raconter ce meurtre. Alors, ils sont bien dans le pétrin maintenant. Parce que moi, on me prend pour une demeurée, juste un mot par un type qui n'est même pas expert. Et donc, je lui écris, je vous ordonne de me faire une injection de pain total en milieu hospitalier. Et elle me convoque et puis elle me dit, Madame Aussin, on n'a pas le droit de vous faire des injections de pain total, c'est interdit. Ben, je dis, mais moi je vous l'ordonne. Parce que j'ai dit, je dis la vérité, ça ne va pas se passer comme ça. Donc je lui dis, mais de toute façon, ce docteur Raymondet, il n'est même pas expert. Et là, elle me rentre dedans. C'est pas vrai, vous savez pas, on travaille avec lui sans arrêt, on a affaire à monsieur Raymondet, on sait très bien qu'il est expert judiciaire, qu'il est expert psychiatre et tout. Donc je dis rien, parce qu'elle est remontée comme une pendule. Alors je rentre chez moi, et puis je lui fais voir cette lettre. Je lui envoie. Parce que voilà. Voilà, là. Donc je lui envoie comme preuve. Alors là, ça a été le pompon. Parce que madame, qui était, elle, juge d'instruction, elle m'a appelé au téléphone, et puis elle me dit, j'aime pas vos façons de faire. Elle m'a insulté au téléphone. Et moi, j'avais un appareil qui enregistrait. Donc, je l'ai envoyé au procureur. J'ai dit, je me suis fait insulter. Elle a été virée. Alors, ça continue comme ça, où depuis 11 ans, j'ai envoyé des relances pour savoir où ça en était. Puisque je suis victime, moi, je demande à avoir mes indemnisations en tant que victime. J'ai été
témoin d'un meurtre, mais je suis aussi reconnue victime d'État. Étant donné que mon beau-père était conseiller municipal, c'est un employé de l'État, j'ai supporté des tentatives d'assassinat par un employé de l'État, plus par des parents, par mes responsables légaux, hein, parce que ma mère, elle était complice avec. Alors j'ai attendu, et puis il y a 1 an et demi, j'ai su que M. Moretti avait ouvert un pôle Colcaise à Nanterre. Donc j'ai préparé le dossier, parce que j'ai quand même pas mal de papiers. J'ai saisi le pôle Colcaise de Nanterre, à côté de Versailles. J'ai expliqué l'affaire, avec ma carte d'identité toujours, ils savent à qui ils ont affaire comme ça, avec le faux rapport psychiatrique du docteur Raymondet, avec sa fiche signalétique du Conseil de l'ordre des médecins qui dit que c'est qu'un médecin généraliste. Et puis depuis ce temps-là, mais bien sûr, hein, c'est un meurtre qui est étouffé par l'État. Donc j'attends, ils répondent pas. Mais ils disent pas le contraire. Ils disent pas, Madame Aussan, c'est pas vrai, ce que vous dites, c'est pas vrai. Alors, j'ai attendu encore un peu, puis arrivé au mois de janvier, eh ben cette fois-ci, j'ai porté plainte contre l'État et les services publics de justice contre l'État. Donc j'ai renvoyé ça parce que je sais qu'on a une nouvelle juge d'instruction. J'ai porté plainte contre l'État et les services publics de justice, étant donné qu'il y a un déni de justice et que j'ai toujours pas été indemnisé, que je me traîne le poids de ce cadavre sur les épaules depuis 58 ans maintenant. Donc j'ai réclamé 10 millions d'euros. J'attends depuis le mois de janvier parce qu'elle a 3 mois pour me répondre. On arrive quand même à la fin avril. Alors, elle a pratiquement dépassé les délais. Et si début mai, 15 mai par là, il n'y a rien, eh ben cette plainte, elle repartira à l'ONU. Puisque étant donné qu'il n'y a pas de procès, hein, parce qu'il faut il m'a dit, le policier, que ça serait très long, parce qu'il faut déjà qu'il déterre les restes de ce cadavre. Alors moi j'ai dit, ben, il n'y aura plus rien, il ne restera plus rien, puisqu'il a été mis dans la chaux. Il m'a dit, ça brûle les chairs, mais pas les os. Alors donc ils sont bien au courant. Et en plus de ça, là où ils se sont loupés, c'est que moi j'écris que c'était un Portugais. Parce que je ne savais pas faire la différence, moi. J'étais petite, j'ai dit, il y a un Portugais, mon père a assassiné un Portugais. Et quand j'ai été convoquée auprès du commissariat de hier, il m'a dit, c'est pas un Portugais, c'est un Espagnol. Alors je lui ai dit, je ne sais pas, il m'a appris les mois. Il m'a appris les mois dans sa langue, c'était Janeiro, Febrero, Marzo, April, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octobro, Novembro, Decembro. Il m'a dit, c'est de l'espagnol. Alors, donc, ils savent très bien que c'est un Espagnol qui s'est fait buter. Alors, pour en revenir à cette histoire, eh ben, étant donné que l'assassin et sa complice, plus le maire, ils sont tous décédés. Parce que ma mère est décédée, enfin, ma génitrice, parce que ça, pour moi, ça sera jamais ma mère, ça. Elle est décédée il y a 3 ou 4 ans, j'en sais rien, je pense que ça doit être 3 ans. Alors, dans ces cas-là, je ne sais pas, il n'y a pas de procès. Il ne peut pas y avoir de procès puisqu'il n'y a plus personne. Donc, le policier m'a dit qu'il fallait déjà sortir les restes de cet individu, l'emmener dans un centre de police technique et scientifique pour bien analyser que c'était un Espagnol. De toute façon, c'est pas compliqué à voir puisqu'ils l'ont fait passer pour un Allemand qui ont des fortes corpulences et l'Espagnol, il était petit. Et en plus, je me souviens très bien, il était petit. Donc, il n'y a pas de problème. Mais à partir de là, il faut qu'il trouve la famille proche. Donc, il m'a expliqué il m'a dit, ça va coûter cher à la France ce qu'on vous a fait là. Donc, ils savent très bien que je suis victime. Mais il fallait qu'ils retrouvent l'épouse de ce monsieur, et les enfants, et puis les descendants. Et les indemniser sur 58, 60, 58 ans au moins. 58 ans d'indemnisation où on a supprimé, où l'État français a commis un crime contre une personne qui venait nous aider puisqu'il était saisonnier. En plus de ça, ce pauvre homme, il était arrivé au mois d'avril et Madame Lefay, qui travaillait à l'usine Bonduel, a dit à ma mère, il devait repartir 15 jours plus tard. Il voulait pas rester jusqu'au 15 septembre, il voulait rentrer voir sa famille. Au 15 août, il avait prévu de rentrer le 30 août chez lui. Alors, à 15 jours près de rentrer chez lui avec son salaire, où il aurait pu faire vivre sa famille tout le long de l'année, eh ben, il est mort. Donc, il y a cette histoire où il faut retrouver les familles, les indemniser,
mais moi, à chaque fois que j'écris, j'ai dit: «Je veux les connaître». Je veux les connaître. Donc j'ai reporté plainte là au mois de janvier. J'ai demandé à rencontrer la famille. Je réclame 10 millions d'euros de dédommagement pour ces 58 ans de torture et tout ce que j'ai dû endurer dans cette histoire, traiter de tous les noms et tout. Donc je vais vous montrer maintenant la maison du crime. J'ai oublié un passage. Alors l'un des plus importants. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Quelques jours après cet assassinat, mon père est allé, donc, enfin le lendemain du meurtre, mon père est allé se dénoncer donc au maire, qui lui avait un fils qui était conseiller municipal, qui s'appelait Pierre Poupard, qui avait une ferme pratiquement en face de notre maison. Et la femme de ce Pierre Poupard, qui s'appelait Francine, est partie à la maternité. Et tous les jours, il fallait que je prenne mon petit pot pichet à pot à lait en aluminium, et c'était moi qui devais aller, qui était de corvée d'aller chercher le lait. Durant une semaine, ce type m'a agressé sexuellement. Il servait les petites mamies du village, et il attendait que je sois la dernière, il fermait la porte coulissante de cette comment ça s'appelle, ou une espèce de buanderie à vaches, là je n'ai pas le nom pour l'instant, où il trayait les vaches. Il m'enfermait là-dedans, il me déshabillait, il me tripotait, enfin il m'a pas violée. Bon, ben, il y avait agression sexuelle. Et puis ben, j'avais pas les mots pour le dire à ma mère ni à mon père. Et puis au bout de quelques jours, j'ai quand même dit à ma mère, il me déshabille et puis il me touche et tout ça. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils disent: ah bah ouais, tu racontes que des conneries, t'as vu ça à la télé. Mais moi, chez nous, on n'avait pas de télé. Il n'y avait pas un sou. Dans le village, personne n'avait la télé à part le maire. Personne n'avait la télé dans ce village. Puis nous, on n'allait pas chez les gens du village. Donc j'étais déjà une menteuse pour eux. Et ma mère, alors, ils avaient tous les vices. euh, Ils sont abominables. C'est des gens qui étaient bons à pendre. Un jour, ma mère me donne un sac en toile et elle me dit: tu demanderas à Pierre qui te donne du blé pour les poules. Alors, bah, j'arrive avec mon petit sac en toile de jute et puis mon petit broc à lait. Et je lui dis: maman, elle veut du blé pour les poules. Alors, il me dit: oui, je te servirai après. Donc, il prépare le lait, hein, pour les petites mamies du village. Il les sert. Moi, il me met mon lait dans mon broc à lait. Il ouvre la porte de cette buanderie. Il referme. Il me met mon broc à lait devant la porte. Et il me prend par la main, puis il me dit: maintenant, on va monter là-haut, dans le grenier. Alors, j'étais complètement terrorisée. Je savais très bien ce qu'il allait me faire. Alors, je monte. Et il y avait plein de tas de blés différents. Enfin, moi, pour moi, ils étaient différents, je connaissais rien. Et il me dit: tu veux lequel? Alors, il s'en foutait complètement, c'était des tas de blé. Et puis moi, pour vite m'en aller, je lui dis: je veux celui-là, puis je montre. Et là, il me dit: ah, tu veux celui-là? Alors, il vient près de moi, puis il commence à me baisser la culotte, et il commence à me tripoter. Et au même moment, j'entends ma mère, en bas, qui dit: Patricia, Patricia. Le soulagement que j'ai eu, j'ai dit: ça y est, maman, elle vient me sauver. Elle n'est pas montée. Elle savait très bien ce qui se passait. Et quand je suis descendue, elle m'a tapé un grand coup de poing derrière la tête. Elle a pris le broc à lait. Il y avait juste un petit biais sur la route de la ferme pour aller chez nous, hein, avec une cour que j'ai photographiée là pour vous montrer. Elle m'a tapé elle était sur ma droite, elle m'a donné des grands coups de poing derrière la tête. Je suis arrivée dans la cour, je me suis effondrée et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Alors j'ai vu par terre mon corps. Je vous assure que j'avais 7 ans, j'ai vu mon corps par terre. Je me suis vue m'élever. Je me suis élevée dans l'espace. J'ai vu le village, j'ai vu le clocher. Je me suis retrouvée bien. J'étais bien, comme une plume, allongée. Et j'entendais une musique que j'ai jamais entendue sur Terre. Il y avait des sons de musique. Je voyageais, j'entendais la musique, j'étais à plat ventre, mais j'étais bien, j'étais heureuse.
Je me suis retrouvée dans un couloir avec des portes. Il y avait 7 portes vertes. J'ai essayé de les ouvrir. Et la première porte, elle s'est pas ouverte, la deuxième non plus. Puis arrivé à la troisième, la porte s'est ouverte. Et là, j'ai vu un monsieur avec une robe de bure qui était assise sur une grosse pierre, en train de regarder quelque chose dans ses mains, un livre. Il y avait une petite gamine qui était à côté avec des boucles, avec une robe d'une autre époque. Et puis derrière lui, il y avait quelque chose, tout le fond était lumineux, et sur le côté, il y avait des pierres. Et puis j'étais sur le devant de la porte, et il a levé il avait la tête baissée, il m'a regardé, et bizarrement, du signe de la main, il m'a fait ça, tout doucement, comme ça, et je suis repartie. Et je me suis retrouvée dans mon corps, qui était trop serré pour moi, j'avais l'impression d'être serrée, et j'entendais cette Madame Marie, qui était toujours dans le coup, qui disait « Mais tu l'as tué, tu l'as tué !» Et je suis retombée dans le coma. J'ai entendu, j'étais dans mon lit, j'ai entendu qu'il y avait un médecin qui s'appelait le docteur Calandre, qui était assis au bord du lit. Et ma mère, elle dit, je sais pas ce qu'elle a eu, elle a dit qu'elle avait mal à la tête, puis elle est tombée. Et le médecin, lui, je voulais lui dire, c'est pas vrai, c'est elle qui m'a tapé. Mais je pouvais pas parler, j'arrivais pas, je ressombrais. Je ressombrais dans le coma, j'étais comateuse. Et donc, il a dit, oh, mais je sais ce cas-là, elle a dû faire, elle fait un début de méningite, j'ai des cas à Devizes. Devizes, c'était un petit village qui se trouvait à côté. Donc, je suis pas allée à l'école, je suis pas allée à la rentrée des classes, hein. J'ai commencé l'école en retard. Donc, quand il y a eu cette enquête, j'ai expliqué que j'avais vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Quand même, j'ai été tuée. Ma mère, elle m'a tuée. Parce que l'expérience de mort imminente, vous êtes mort. Cliniquement mort. On n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais on est mort. Et on revient à la vie par je ne sais pas quel miracle. Alors, tout ça, c'est dans ce dossier. Et ben, j'en suis arrivée à ce stade à cause de ce meurtre, à cause de ce maire qui a décidé qu'il fallait enterrer ce pauvre type. Et puis voilà mon histoire, quoi. Et ça m'a traîné toute ma vie. Je vais avoir 65 ans dans 15 jours. Je suis là à porter un nom qui n'est pas le mien. Je porte le poids du cadavre sur mes épaules. J'en ai plus qu'assez. Je voudrais que la justice, elle se bouge, mais je fais affaire à Toulon. Et Toulon, ben, tout ne marche qu'avec des faux témoignages, de tout. Alors, j'avais quand même des enfants à qui j'avais promis qu'on allait être heureux quand même un jour. Mais j'ai mon fils, depuis l'âge de 12 ans, m'a déclaré une haine. Il a développé une haine après moi parce que je l'ai envoyé à l'école, qu'il avait 11 ans, à Senlis, habillé avec des fringues que j'avais achetées au prix unique. Alors qu'à Senlis, il y avait Claire Keim, il y avait fils de chanteur, il y avait fils d'un pilote de ligne, fils de médecin et tout ça. Et mon fils m'a développé une haine terrible à cause de cette histoire parce que j'avais pas les moyens. Donc, quand j'ai su que j'allais être indemnisée, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais ça va être fini notre galère. Je l'ai dit à ma fille aussi. J'ai dit, je vais toucher des sous, on va pouvoir partir avec ma petite fille Lola qui a été violée à cause de tout ça. J'avais promis à ma fille qu'on allait partir et qu'on serait plus aux prises avec le père de la gamine. Je lui ai dit qu'on allait refaire notre vie ailleurs. Mais l'argent n'est jamais venu. Et mon fils a continué de développer sa haine après moi en me disant que j'étais complètement tarée, que je ferais bien d'être enfermée, et puis j'en passais des meilleurs, que j'avais qu'à crever, parce que lui aussi, hein, il me l'a écrit. Hein, moi, j'ai toujours les écrits sur mon téléphone. T'as qu'à crever, viens jamais rien me demander. Et tout ça à cause d'un meurtre qui n'est pas reconnu. Voilà tout ce que je traîne depuis 58 ans, et j'espère que ça va vite se terminer, parce que là... normalement, on n'a pas le droit de donner les noms, mais moi, je m'en fiche parce que là, moi, depuis 11 ans, on me dit rien. On me dit pas, est-ce qu'il y a une enquête, est-ce que c'est terminé, où ça en est. Je suis partie civile, mais on me refuse. On me refuse de me dire où est-ce qu'elle en est, cette enquête. Qu'est-ce qu'ils font, ils en sont où, quoi. Je suis reconnue victime et ben voilà, j'attends. Donc, c'est la justice française, hein. Alors maintenant, vous avez eu la preuve de tout ça. Ça, c'est maintenant, je vais vous montrer là où je me suis effondrée dans la cour. Donc, cette maison a été rachetée par un dénommé Monsieur Bouteleux.
Alors, j'ai quand même pas perdu le nord, hein. J'ai quand même écrit un courrier à ce monsieur Bouteleux. Je lui ai dit, j'ai fait le dessin du jardin, hein. Je lui ai dit, il y a un cadavre enterré à tel endroit. J'avais même fait le plan de la maison sans avoir, parce que j'avais pas Google Earth à l'époque. J'ai fait le plan de la maison, devant, derrière. J'ai même dessiné les briques qu'il y avait derrière où il y avait les traces de sang. J'ai même dessiné qu'il y avait un buis derrière, qu'il fallait passer devant. Et puis j'ai mis une croix où il était enterré le cadavre. Et puis j'ai dit derrière, il y a un grillage et il y avait à l'époque un champ de colza. Donc à cette madame Bouteleux, enfin monsieur et madame Bouteleux, j'ai écrit, est-ce que vous pouvez aller à tel endroit, marqué d'une croix, pour déterrer, il y a un cadavre enterré là. Et j'ai attendu quelques mois. Parce que le policier de hier, lui avait compris qu'il y avait anguille sous roche. Alors quand je lui ai dit que j'allais écrire, il m'a dit, ben il n'y a que ça à faire. Alors lui, il savait très bien que j'étais manipulée. Et j'ai écrit donc ce courrier pour dire où était le cadavre, et puis j'ai attendu. Et quelques temps plus tard, quelques mois après, je les ai téléphonés. La femme était complètement terrorisée. J'ai dit, je suis Patricia Aussan, je vous ai envoyé un courrier. Elle m'a dit, j'ai pas le droit de vous parler, j'ai pas le droit de vous parler. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on a donné votre courrier à la gendarmerie de Mons, ils nous ont interdit de vous parler. Voilà où on en est avec la justice française. Alors j'ai seulement dit, vous savez, le jardin, il est toujours pareil, vous savez où il est enterré. Et elle m'a dit, je peux rien vous dire d'autre, mais derrière, il n'y a plus de jardin, il n'y a que des gravillons. Donc moi, j'ai la preuve quand même qu'elle m'a répondu. Hein. Alors donc, il faut rien me dire. J'ai fait faire des recherches auprès d'un détective privé. Hein. J'ai quand même engagé un détective privé qui a enquêté. Il a appelé le maire. Le maire, il a dit, oui, oui, il dit, je sais, mais il dit, pour l'instant, on peut rien dire. Alors, il s'appelle Monsieur Brault, le détective privé, hein, on en entend souvent parler à la télé, il a enquêté pendant des années, il a essayé de rechercher la famille, mais moi j'ai que le prénom. Alors avec Joanne, c'est difficile à trouver. Donc il a téléphoné au maire et le maire, il a dit oui, oui, j'ai déjà entendu parler de cette affaire. Mais ils en disent pas plus. Donc moi, pour l'instant, je passe pour une affabulatrice, alors que le maire, le procureur Damien, qui lui est intègre, m'a bien reconnu victime. On ne reconnaît pas quelqu'un de victime comme ça. Hein. Et le commissariat de hier m'ont dit aussi, constituez-vous partie civile. Alors déjà, le terme, il veut rien dire. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait dire. Partie civile, ça veut rien dire. Dans la logique des choses. En fait, quand on se constitue partie civile, ça veut dire que le procureur a reconnu que vous êtes victime. Donc, si au niveau du commissariat de hier m'ont dit de me constituer de partie civile, c'est que quand même, au niveau du procureur, il sait très bien qu'il y a un cadavre là et que je suis victime. Mais c'est pas le procureur qui décide, c'est le juge d'instruction. Parce qu'il faut connaître les fonctions des uns et des autres. Le procureur, lui, il sait, hein, il y a plainte, mais c'est pas lui qui fait l'instruction. Alors je dépends de cette Cécile de Reboul qui a été virée, hein, de haine, de rage, parce que je lui ai mis sous le nez que cet expert judiciaire en était pas un. Et donc depuis maintenant 7 ou 8 ans, le dossier est coincé, bloqué à Toulon. Donc j'étais obligée, j'ai su qu'il y en avait une nouvelle, donc ce que je vous ai déjà expliqué, je me suis reconstituée partie civile, cette fois-ci contre l'État. Donc s'il arrive quelque chose un de ces jours, si j'ai des nouvelles de ce qui se passe, eh ben, je reviendrai puis vous dire, ben, ça aboutit. Mais moi, mon but premier, c'est de rencontrer la famille, parce qu'on est tous les deux toutes des victimes dans cette histoire. Alors, je vous dis au revoir et puis peut-être à bientôt pour la suite. Pour l'instant, j'attends le retour de ma petite fille, où là aussi, ben, là aussi victime des tribunaux de Toulon. Hein, je vous ai expliqué dans une autre affaire. Donc maintenant, je vais vous montrer où je me suis retrouvée la maison, hein, du meurtre, parce que j'espère quand même que cette vidéo, je vais essayer de trouver des contacts pour l'envoyer en Espagne, pour que cette famille prenne contact. Et puis peut-être que dans ce village à Étré en chaussée, peut-être qu'il y en a qui vont parler. Alors je vous dis au revoir, puis je vous montre la maison du meurtre.